Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez bien. Bonjour tout le monde. Je suis François Braguet, sans le masque, directeur de production à Viastoria. Je suis en charge à Viastoria de la gestion des contenus de communication pour les entreprises et les organisations. Et puis, je suis aujourd'hui avec Thomas. Bonjour tout le monde. Donc moi, je travaille avec France aussi à Astoria et j'ai plus un aspect communication digitale, brain content vidéo, etc. Donc on va essayer un peu de mêler nos deux compétences pour vous partager nos bonnes solutions, en tout cas nos conseils pour essayer de faire des événements à distance dans cette période un peu compliquée. On en avait déjà un peu parlé pour ceux qui nous ont suivis pendant le confinement avec les cybercafés. Et là, on va un peu justement faire un débrief de ce qu'on a pu apprendre de cette période et de comment est-ce que les choses évoluent depuis le confinement, quoi. Alors, je ne sais pas si tout le monde, il n'y a pas de problème de connexion, si tout le monde nous entend bien. Normalement, tout le monde nous entend bien. N'hésitez pas en tout cas à nous dire dans les commentaires, mais il me semble que c'est bon pour tout le monde. On vous entend très mal. Ah, alors attendez. On va peut-être rapprocher l'image, c'est bon, le son. Alors là, est-ce que c'est mieux? On va peut-être parler plus fort, hein. C'est peut-être ça aussi. Alors, Emeline, est-ce que tu nous entends mieux? Alors, c'est peut-être les masques aussi, on va essayer de parler un peu plus fort. Ok, d'accord. Alors, je vous propose dans un premier temps de vous rappeler un petit peu qui est Viastoria. Donc, Viastoria, on travaille sur 3 segments différents, qui est la production de contenu audiovisuel, création concept de contenu pour la communication des entreprises, que ce soit toutes les formes vidéo qui existent, du simple reportage à des choses beaucoup plus élaborées, en passant par le motion design, la 2D, la 3D, la fiction dans la communication d'entreprise. Et puis, vous allez voir aujourd'hui des plateaux web TV, du streaming qui est aujourd'hui, vu le contexte, qui est très, très important. La deuxième grosse activité au sein de Viastoria, c'est des prestations techniques pour les chaînes de télévision. On a un très grand savoir-faire sur la partie captation multicaméra et de transmission satellite et aujourd'hui transmission 4G streaming. Et là, notre cœur de métier, c'est de fournir, de capter des signaux spécifiquement pour le live, en général dans le sport, pour faire du direct. Donc, on fournit des moyens techniques pour capter des événements du sport, événementiels ou actualités pour le direct. Donc là, on travaille sur toute la France. Le troisième segment important aujourd'hui, c'est la formation. On a depuis quelques années lancé un programme qui s'appelle Video School. L'idée avec les outils d'aujourd'hui, de donner la possibilité à tout le monde de pouvoir produire son propre contenu avec un smartphone et pouvoir produire des petits contenus, des petits montages pour sa communication. Donc, on a lancé un programme, on est un centre de formation depuis plusieurs années. On a formé des centaines de personnes qui sont des communicants d'entreprise et qui sont à même de produire eux-mêmes du contenu, du petit contenu, des petits reportages, des petits making-of, des petites choses comme ça pour organiser leur communication. Donc, on apporte les clés de notre savoir-faire de technique et notre savoir-faire en tant que communicant pour être à même être autonome sur ce genre de production. Voilà. Le sujet du jour, alors je vais passer la parole à Thomas pour un petit peu expliquer un petit peu le contexte de cette intervention et particulièrement la vidéo et l'événementiel. Oui, donc du coup, on a été contacté par Jean-Marc Kolb de la CCI, qu'on remercie pour l'invitation aujourd'hui, pour essayer de parler avec vous des événements à distance. Pourquoi est-ce que du coup, on a cette réflexion en ce moment? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, pour ceux, comme dit, qui avaient suivi les cybercafés, on en avait déjà un peu parlé. Il y avait une situation qui était un peu compliquée. Donc ça, c'était des statistiques de mai dernier, en plein confinement, donc, ou en sortie de confinement, je ne sais plus trop. Et il y avait déjà des statistiques qui montraient que l'événementiel était en grande difficulté. Donc, 3/4 des événements en 2020 ont été annulés à ce moment-là. Ça a encore évolué entre-temps. Et surtout, il y avait, comme on dit, une reprise qui était espérée en mai un peu plus de manière optimiste qu'aujourd'hui, où là, on se disait que fin 2020, on pouvait refaire des choses. Pour l'instant, c'est encore en suspens. On parle plutôt de début 2021. Donc ça, c'est encore évolué entre-temps avec les dernières actualités liées au Covid.
Donc là, vraiment, l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut faire entre-temps pour garder le lien avec vos clients, avec votre audience, et comment est-ce qu'on peut quand même proposer des événements en réinventant, on va dire, un peu le concept, en l'adaptant, on va dire, au côté digital vidéo notamment. C'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Mais voilà, comment est-ce qu'on peut faire évoluer tout ça en s'adaptant au mieux à la période actuelle. Alors, on s'est rendu compte pendant cette période de confinement que beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises se sont mises à la visioconférence, qui était quelque chose finalement qui était très utile en temps de crise pour continuer à réunir, à se réunir, à discuter, et utiliser la vidéo aussi comme un moyen de connexion pour pallier justement les problématiques physiques. Alors, est-ce que c'est une solution miracle? Pas toujours, parce que la visioconférence, pour rappeler, c'est un outil qui sert vraiment à organiser des réunions où on n'a pas forcément, on va dire, la main sur la réalisation, comme on peut le voir sur ces visuels-là. On est avec sa caméra à visioconférence et on parle à une communauté où tout le monde peut activer sa caméra. Donc, on parle pas, aujourd'hui, on ne va pas parler vraiment de visioconférence, on va parler de vidéoconférence. C'est quand même un petit peu différent. Et vous verrez plus tard dans ce qu'on va vous présenter qu'il y a des enjeux en termes de mise en image. Alors, les outils de visioconférence, pour rappel, il y en a plein sur Terre, il y en a plein qui sont sortis. Là, on est actuellement sur Zoom, on fait une visioconférence. Tout le monde a plus ou moins utilisé ces outils-là. On a aujourd'hui des clients qui nous demandent beaucoup, dans ce schéma-là, de produire du contenu en disant oui, mais on aimerait diffuser ça sur Google Meet, sur Teams, sur Skype. Voilà. Alors, c'est possible, mais ces outils-là sont quand même limités techniquement, notamment avec la bande passante vidéo. Mais c'est évidemment possible d'envoyer un signal vidéo un peu plus élaboré que sa simple webcam à travers ces outils de visioconférence. Alors, il ne faut pas confondre les deux, puisque c'est quoi les différences principales? La vidéoconférence, on va parler de streaming et donc de qualité de diffusion HD. C'est-à-dire qu'on n'a pas en visioconférence une qualité de diffusion suffisamment intéressante pour avoir une vision et une qualité sonore et une qualité vidéo correcte. Donc, on parle de streaming dans ces cas-là. Alors, la différence un petit peu entre la visio et le streaming, c'est que la visio, vous avez une espèce d'instantanéité dans la conversation avec quelques petites règles à mettre en place, mais on peut communiquer assez rapidement parce que la bande passante est assez réduite. Donc, il faut qu'on dégrade le signal vidéo et qu'on dégrade le son. Il faut qu'on puisse faire cette communication. Le streaming, c'est un petit peu différent. Il y a un peu plus de délai parce que derrière, il y a un processus technique qui peut prendre plusieurs secondes qui fait qu'on a ce petit décalage, mais au profit de la qualité technique de la vidéo et du son. Alors, j'en profite juste si vous avez, on va utiliser pas mal de termes techniques ou que vous connaissez ou peut-être pas. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires. Moi, je pourrais répondre directement manuellement, ou alors François ou moi, on pourrait répondre oralement. Mais si vous avez une question, un mot, des termes qui ne vous reviennent pas, n'hésitez surtout pas. On est vraiment là pour ça aujourd'hui. Voilà. Alors après, avec le streaming, on parle aujourd'hui beaucoup de webcast et de broadcast. Ce sont deux termes qu'on utilisait dans nos métiers, mais webcast aujourd'hui, c'est les programmes qui sont diffusés sur le web avec une qualité technique qui est adaptée au web. Alors c'est souvent, par exemple, quand on fait du web, on n'est pas obligé de diffuser un signal en HD 1920 par 1080 pour ceux qui savent. On peut être en 720. Ça suffit largement pour une diffusion web. Et puis, évidemment, on parlera des moyens techniques en amont. Et en broadcast, par contre, on est dans des formats beaucoup plus élevés. Hein, c'est aussi nos métiers. Donc là, on est forcément dans la HD de 1920 parce qu'on a besoin d'une qualité type télévisuel. Alors, c'est un petit peu les trois termes aujourd'hui, streaming, webcast et broadcast, pour vous présenter un peu le paysage de la vidéo et de la vidéoconférence. Alors, les avantages de faire des vidéoconférences, c'est évidemment d'intervenir sur la réalisation. Contrairement à des outils comme les outils de visio, dans la visio, vous confiez la réalisation soit à Google, soit à Microsoft, soit à Skype. Vous avez tous essayé pendant le confinement, c'est celui qui parle le plus fort qui passe à l'image, donc c'est ça la réalisation. Alors, en aucun cas, on a besoin il faut qu'on maîtrise cette réalisation-là. Donc, les avantages de faire une captation dans une vidéoconférence en amont avec plusieurs caméras, eh bien, on a la possibilité de faire une vraie mise en image, de décider par un réalisateur de ce qu'on projette à l'image et ce qu'on permet de diffuser à l'image, et d'avoir la maîtrise complète de la diffusion. Donc, mettre à l'image ceux qui parlent, ne pas mettre ceux qui ne parlent pas ou celui qui bouge sa chaise. Voilà, c'est des choses que tout le monde a connues dans la visioconférence. Les automatismes de la visioconférence fait que ça peut être parfois perturbant. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on demande souvent aux gens de couper leur micro.
dans une réalisation, on gère complètement le son et la vidéo en amont. Et puis, la qualité technique de la captation est très importante. Alors ça, c'est bien à cheval entre le savoir-faire de télévision, c'est d'avoir une bonne lumière, une prise de son correcte et agréable et confortable, et puis des notions du cadrage qui se rapprochent du cadrage de type télévision. Donc, on fait un programme de type télévisuel. Et puis, la transmission, c'est pareil. Utiliser des serveurs adaptés à la transmission d'un flux, d'un streaming, c'est très important. On utilise des serveurs spécialisés pour transmettre du haut débit vidéo, pour permettre des connexions simultanées. On peut monter le kit de base, c'est avoir 1000 connexions simultanées, donc ça laisse quand même le temps de voir venir. Mais on peut tout à fait travailler avec des serveurs avec 5000, 10 000, voire 50 000 connexions simultanées selon l'ampleur de la diffusion. Mais ce qui est très important, c'est qu'il faut travailler sur des serveurs externes. De la même manière, quand vous projetez, vous avez une vidéo en VOD, vous ne la mettez pas sur votre propre site Internet, vous l'hébergez sur des sites spécialisés, par exemple comme YouTube, ou comme Vimeo, ou comme Dailymotion. Ce sont des sites qui sont dédiés à l'hébergement vidéo. Et bien dans le streaming, c'est pareil. Il faut travailler avec des sites qui gèrent, des serveurs qui gèrent un flux de streaming de qualité pour pas que quand il y a 50 personnes qui se connectent, 100 personnes ou 1000 personnes, il y ait des problèmes de connexion. Voilà. Donc ça, c'est très important dans la partie du streaming. Alors, quelle solution il existe aujourd'hui? Là, vous avez une image chez notre studio. Hein. On a la chance d'avoir un grand studio à l'espace européen d'entreprise qui nous permet de faire des captations et des plateaux en studio type web studio. Il y a des productions sur site. Alors, l'intérêt d'être en web studio, c'est que vous profitez d'un dispositif technique qui est déjà préadapté, de l'éclairage, des mises en scène, de la lumière. C'est intéressant pour faire des petites émissions récurrentes sur les actualités d'entreprise ou avoir des interactions avec ses équipes ou des présentations de produits. Donc ça, c'est l'avantage du studio. L'inconvénient du studio, c'est on a des décors types, nous, que vous voyez ici, qu'on peut aménager, mais il faut construire un décor. C'est, entre guillemets, il faut un peu, c'est là où ça peut être un peu plus important en termes de préparation, c'est qu'il faut adapter un décor. Alors nous, il se trouve qu'on a réfléchi à un décor avec des écrans vidéo qui permet, vous voyez, de facilement de changer les écrans dans les arrière-plans pour le personnaliser aux demandes des clients. L'autre solution, c'est le faire sur site. Alors là, le sur site, c'est le même type de dispositif technique. Vous déplacez des caméras avec des équipements. L'intérêt, c'est le décor. Du coup, quand on est sur site, c'est de profiter d'un décor existant, que ce soit en entreprise, où là, comme vous voyez, on avait un beau décor à l'Eurométropole pendant le confinement. On avait fait des émissions avec hors normes. C'est l'intérêt d'exploiter un décor existant. Donc là, on s'affranchit un petit peu de cette chose-là. Et l'autre intérêt, c'est d'être sur site, c'est de mettre des dispositifs techniques qui permettent de montrer d'autres choses. Pouvoir montrer, mettre un petit dispositif multicaméra de 3-4 caméras pour montrer un petit plateau. Mais pourquoi pas montrer d'autres choses sur un site à distance avec des techniques de caméra HF, des choses comme ça, c'est tout à fait possible. Et vous l'aurez remarqué aussi, que ce soit sur site ou sur le plateau, on fait attention à ce que les gestes barrières soient adaptés. Si tu peux remettre peut-être le studio. En fait, on a un décor, une table et un agencement qui permet d'avoir 3 personnes, on va dire, sur site, en respectant justement ces gestes barrières qui sont hyper importants. On essaie de faire tourner les invités pour pas qu'il y ait plus de 3 personnes. Enfin, tout ça, c'est réfléchi aussi au moment du conducteur et de la réalisation du projet. Donc voilà, c'est juste pour information. Il est possible de faire des choses avec quelques contraintes, mais qui sont facilement gérables. Voilà, ça c'était la partie plutôt sur site. Et alors aujourd'hui, on a des mix qui s'offrent à nous. On a tous vu aujourd'hui qu'en télévision, pendant le confinement notamment, on n'avait plus aucun état d'âme à faire des duplex avec de la visioconférence. C'est un petit peu l'image qu'on voit ici au milieu. C'est devenu une habitude. Ça ne choque plus de personne d'avoir une qualité technique dans un duplex en utilisant des moyens de la visioconférence, mais dans un mélange avec un plateau. Et ça, c'est vraiment la télévision qui a tiré ça, parce qu'on n'avait pas le choix, ils n'avaient pas le choix à l'époque. Et du coup, c'est devenu quelque chose d'assez courant maintenant. Et ça permet de faire des mix de choses en plateau avec des invités qui sont en plateau, un animateur qui est en plateau, avec des interventions à distance par quelqu'un qui est loin et à qui on ne va pas aller chercher, donner des moyens techniques, mais qui va utiliser sa caméra de visioconférence pour intervenir dans un plateau en direct. Et donc, la réalisation, après, c'est tout l'art de mettre en scène, d'avoir la main sur cette réalisation, comme je le disais tout à l'heure.
et de gérer complètement ce signal vidéo. Alors, donc ça devient très courant. On a même aussi des solutions. Aujourd'hui, on peut prendre la main sur la réalisation uniquement avec des sources de visioconférence. Simplement, il y a une mise en scène à prévoir. Il faut prendre la main à la différence des outils de visioconférence qui ne laissent pas trop la main finalement. Il faut prendre la main sur la réalisation et composer son image, pouvoir faire du multiplex, des choses comme ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très, très courant donc, entre ces mix présentiels, distanciels et visio. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'avec notre expérience, puisque depuis le confinement, on est extrêmement sollicité par ce type d'intervention, puisque les entreprises doivent continuer à communiquer, c'est une évidence. Depuis le mois de septembre, on est très, très sollicité. Et en fait, on se rend compte que ça va durer dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un petit peu contraint par les conditions sanitaires. Il y a beaucoup de choses qui se font uniquement en studio. Mais il y a des événements qui ont lieu sur site. On en a eu un samedi dernier à Célestat. Les mix sont aussi d'avoir un événement physique présentiel avec un minimum de personnes et une captation vidéo derrière qui va simultanément diffuser un streaming. Et en ça, de notre expertise, on pense que ça va durer, en tout cas en 2021, justement pour faire vivre les événements d'une autre manière. On espère évidemment, comme tous, que l'événement va revenir assez vite en présentiel et puis que surtout nos amis qui sont événementiels qui souffrent beaucoup actuellement, on espère que ça va revenir, mais on est persuadé que ce mix va continuer entre de la captation entre un événement physique et une captation pour de la diffusion sur les réseaux de streaming. Et pour illustrer ce que dit François, vous avez les photos de Start2Play pour ceux qui ont peut-être suivi l'événement. Donc Start2Play, c'est un salon du jeu vidéo qui est physique à la base, qui se déroulait d'ailleurs à CC Campus et avant qui était place de la Bourse. Et eux ont décidé de quand même proposer un événement sur 2 jours avec un programme ultra complet. Il y avait un mélange de présentiel, il y avait du distanciel avec des compétitions qui se faisaient avec des joueurs chacun chez eux, il y avait des streamers qui étaient invités en duplex, en visio. Enfin, il y avait vraiment tout ça qui a été pris en compte. Et donc l'organisateur Mathieu Bernard est même en train de pourquoi pas, même quand l'événement redeviendra physique, imaginer une version aussi digitale à côté en plus, ce qui permet de toucher encore plus de monde que les gens qui viennent sur place. Forcément, l'événement physique, les gens viennent sur place, il y a une vraie valeur ajoutée. Mais pour ceux qui ne peuvent pas venir, il y a aussi moyen de suivre tout ça pour ceux qui sont à distance, par exemple, des choses comme ça. On a aussi travaillé avec le NL Contest semaine dernière. Et eux aussi, ce qui était intéressant, c'est que voilà, on n'a pas du tout la même ambiance que sur place. Et ça, c'est assez malheureux, mais c'est comme ça. Et ce qui était intéressant et ce que j'ai trouvé vraiment remarquable, c'est que du coup, ça a pu ouvrir le champ des possibles. On a pu toucher des personnes qui étaient en Amérique du Sud, en Australie, je crois aussi. Ils ont réussi en fait à inviter des riders qui ne se seraient peut-être pas déplacés, même à l'événement physique, par rapport à tout ce qui est avion, etc. Enfin, c'est toujours compliqué. Mais du coup, ils ont profité du live et de l'événement digital pour les inviter d'une autre manière, ce qui a été rendu possible grâce à la vidéo, à la visio et au streaming. Donc, c'est à la fois le digital ne remplacera jamais l'événement physique, ça c'est une évidence. Par contre, l'utiliser en plus pour ouvrir le champ des possibles et surtout toucher plus de monde en plus des gens présents, c'est vrai que c'est hyper intéressant et ça ajoute vraiment une vraie valeur ajoutée. Donc, comme disait François, c'est vrai qu'on se dit, on espère que les événements vont revenir plus rapidement et on espère toujours pouvoir les aider à rajouter un petit truc en plus avec le digital, le streaming et élargir le champ des possibles. Voilà. Après, juste aborder quelques sujets qui sont liés à la diffusion et les moyens. Alors, où diffuser son live on a pris les questions les plus fréquentes qu'on nous pose généralement. Voilà. Donc, on essaye de vous expliquer ça, mais si vous avez comme dit d'autres questions, n'hésitez surtout pas, on complétera à la fin. Alors, il y a 2 moyens de diffuser le live, soit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes qui existent, Facebook, YouTube, Instagram maintenant et LinkedIn. Donc, a priori, depuis quelques temps maintenant, il va être possible de plus en plus de faire du live sur LinkedIn. Tous les réseaux sociaux, évidemment, s'y mettent puisque c'est vraiment très porteur. Donc, l'avantage des réseaux sociaux, alors, on ne peut pas faire tous les types de communication. Dans une communication privative, c'est un peu plus compliqué, mais on peut toucher un large public. Donc, c'est plutôt une stratégie de diffusion, de communication plus grand public. On peut un peu modérer les plateformes. Maintenant, ce n'est pas si simple au niveau de la modération que la diffusion privative, on en parlera après. Ça demande en fait un vrai poste,
à plein temps, si vous voulez vraiment toucher beaucoup de monde, il faut vraiment faut prévoir quelqu'un qui modère tout ça, que ce soit sur Facebook, YouTube ou autre, mais c'est un poste à part entière qui est assez crucial pour le bon déroulé du live. Et puis, effectivement, il peut y avoir des contraintes techniques, par exemple, liées à la musique, diffusion de signaux. On avait fait, avant le confinement, une captation pour un festival musical qu'ils ont diffusé ça sur Facebook. Et par contre, on a eu une énorme contrainte parce que Facebook bloquait, à cause des droits d'auteur, ou YouTube, c'est YouTube peut-être, je ne sais plus, bloquait dès qu'ils entendaient une musique qui n'était pas soi-disant référencée, ça bloquait des directs. Donc, il peut y avoir des contraintes techniques. Ouais, il faut vraiment prendre ça en compte sur sa musique. Et sur Twitch, notamment, il y a des mots qui sont bannis aussi. Donc, il faut aussi faire attention à ce qu'on dit. Forcément, c'est normal. Et après, il y a un autre type de diffusion, c'est on peut faire un streaming complètement privatif. Nous, c'est un service qu'on fournit avec une URL spécifique qui est hébergée soit sur une landing page sur votre site, soit sur un microsite qui peut être produit par nous ou par vous. L'intérêt, c'est que là, on va un petit peu plus loin. Alors, on n'est plus dans une stratégie B2B, mais on peut gérer des inscriptions, comme on le fait un petit peu dans une visioconférence qu'on fait actuellement. On a les inscriptions, on peut gérer cette partie-là. Donc, on peut effectivement après récupérer des informations et de la statistique de connexion. Et puis, c'est la même manière que sur les réseaux sociaux. Gérer une URL personnalisée que vous pouvez voir sur n'importe quel device, smartphone, tablette, PC, tout ce qu'on veut, dans une qualité de streaming HD. Donc, ça donne d'autres possibilités. Alors, on peut faire les deux aussi, évidemment. C'est-à-dire qu'on peut avoir une publication où on veut gérer un petit peu un environnement, ses inscriptions, un petit peu les consultations, et puis aussi le même signal l'envoyer sur les réseaux sociaux. On peut aussi, comme je le disais tout à l'heure, on peut l'envoyer dans une solution de visioconférence, au signal vidéo, mais on n'aura pas la qualité soutenue, quoi. Mais ça peut être possible, quoi. Et ce qui est intéressant aussi, justement, avec la partie sur inscription, ou en tout cas savoir qui est là, on a eu le cas récemment, c'est qu'il y a une entreprise qui voulait faire une formation professionnalisante, une vraie formation à ses collaborateurs ou à ses clients. Et elle avait besoin de ces données, de savoir qui était présent et s'il est bien resté tout le long du live pour valider la formation qui a été donnée. Donc, ça permet aussi de faire des formations à distance validées et de former vraiment les gens avec un vrai truc à la fin. Et la dernière chose avec l'URL personnalisée par rapport aux réseaux sociaux, c'est que sur les réseaux sociaux, il faut que votre audience ait un réseau social. On a des configurations dans de la communication plus interne d'entreprise où on utilise des solutions de streaming. Alors là, clairement, on va créer une page URL avec un site personnalisé parce qu'on ne peut pas demander aux gens d'être connectés sur Facebook s'ils n'ont pas de compte Facebook. C'est une autre manière de diffuser. Donc, on peut mixer les deux, mais l'intérêt de l'URL personnalisée, c'est qu'on envoie un lien. Les gens ont juste à se connecter sans s'inscrire nulle part. Éventuellement, on peut gérer de l'inscription. Éventuellement, on peut gérer des sécurités d'inscription. On veut dire qu'on peut voir la vidéo seulement si on renseigne une adresse email pour se connecter. Il y a des possibilités, mais c'est un peu différent des réseaux sociaux. Alors, aussi, la notion de direct ou enregistré, c'est important. Il y a quelques années, puisque des plateaux Web TV, ça fait quand même assez longtemps qu'on en fait. Ça fait 7-8 ans qu'on a notre studio. Donc, on n'a pas attendu le confinement pour s'y mettre. On avait déjà cette expertise. Et on avait, à l'époque, c'était toujours un peu stressant de faire du direct. Parce qu'on se disait, ouais, ça va, voilà, on n'est pas à l'aise et tout ça. Aujourd'hui, c'est un petit peu le contraire. Pourquoi? Parce que la notion de live qui est maintenant permanente dans les réseaux sociaux, les gens se sont habitués. Et puis finalement, en live, on peut permettre de faire des choses beaucoup plus intéressantes, aller plus loin que d'enregistrer. Alors, l'avantage du live, c'est évidemment de créer un vrai événement. Quand vous êtes en direct et vous communiquez en amont sur cet événement et que les gens vont voir un programme en live, ça peut attirer un public pour faire une annonce particulière, pour annoncer quelque chose. Voilà, c'est tout à fait intéressant d'un point de vue événementiel. On a une interactivité avec son audience. On en parlera après. Ce qui est intéressant aussi dans cet événementiel digital, c'est comment on gère l'interactivité. Donc, on peut dans le live, on verra après pour le différer, créer un chat en direct comme on a sur les systèmes de visioconférence où les gens peuvent poser des questions et on peut interagir directement avec le commentateur. Je vous donne un autre exemple qui sort un petit peu du contexte mais qui est assez
à noter, puisqu'on fait depuis la rentrée, on fait la captation de matchs de handball, de la première division de handball sur toute la France. Et le concept de diffusion, c'est que ce n'est plus une télévision qui diffuse le programme, c'est la fédération elle-même qui prend en main son programme et qui fait des live streaming sur YouTube. Et ce qui est assez nouveau et ce qui est assez intéressant, c'est que le présentateur qui sont dans nos locaux dans tous les matchs, ils interagissent directement avec le public qui fait des remarques. Alors là, dans le sport, il y a 2-3 000 personnes qui sont connectées dans le hand et qui réagissent sur les réseaux, qui réagissent sur YouTube. Et ça donne une interactivité intéressante, justement, assez nouvelle, entre un présentateur qui commente un match et qui répond en même temps à des gens qui sont connectés sur le réseau. Donc voilà, le principe du live, c'est un peu la même chose. On utilise le web et on a des aspects interactifs. Il y a aussi le côté, je l'ai mis dans les avantages que je trouve que c'est une vraie plus-value du live, c'est les aléas du direct. Alors, les gros aléas comme une coupure ou alors une musique qui passe pas, Facebook qui va, mais plutôt les aléas du type, on est en direct, il y aura peut-être à un moment donné une langue qui fourche, il y aura peut-être à un moment donné un petit souci de diction ou autre. Et ça, je trouve que c'est une vraie plus-value et c'est ce côté qui casse un peu les codes de la télévision où tout est préparé, tout est répété, tout est très timé. Là, sur Internet, l'intérêt, c'est qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut sur la durée qu'on veut. Et en tout cas, moi, j'apprécie vraiment beaucoup de voir un vrai live avec une vraie interaction et de voir que c'est vraiment du live et qu'il y a des petits soucis parfois. Et comme dit, moi, je trouve que c'est une vraie plus-value pour vos lives. Et ça rend la chose très humaine finalement parce que, évidemment, quand on prépare un live dans une communication d'entreprise, c'est répété avant. Il y a des phases de répétition où on fait ce qu'on appelle des filages pour être calé sur les envois et tout ça. Mais il y a les aléas du direct qui fait que ça donne un petit peu de côté un peu plus humain. Et finalement, on a eu un jour un problème technique à gérer. Et finalement, c'était devenu très sympa comme problème parce qu'il y a eu un petit problème de micro, ça peut arriver. Il y a un micro qui a décroché, ça arrive même en télé. Et du coup, on a dû interrompre l'intervention de la personne. Un technicien est mis sur le plateau. Mais finalement, c'était rigolo parce que la personne qui a été interrompue, elle a joué avec ça. Elle en a profité. Voilà, on est en direct, on est en conférence, on y va. Et finalement, c'était devenu quelque chose, l'aléa direct était devenu quelque chose de sympathique. Dans la mesure où on peut évidemment corriger le problème tout de suite, parce qu'il faut corriger le problème tout de suite. Alors, pour la partie enregistrée, donc l'avantage, c'est que vous pouvez faire un programme enregistré avec un streaming différé. Ça veut dire que vous pouvez garder le côté événementiel de votre enregistrement. Par exemple, vous enregistrez 2 jours avant et vous le diffusez 2 jours après à une heure précise, à un streaming précis. L'intérêt, c'est que vous n'avez pas la pression du direct. Évidemment, on peut recommencer, on peut couper des morceaux qui ne sont pas optimaux. Mais après, vous pouvez aussi faire ça quand on a plusieurs émissions enregistrées et qu'on n'a pas tous les programmes parce que des fois, on lance des vidéos, on lance des programmes, on n'a pas forcément tous les programmes qui sont prêts. Donc, on peut lancer les petites séquences et après, il y a un petit travail de montage. Ce qui n'empêche pas qu'à un instant T, on fait un streaming. Et là, l'intérêt du streaming, c'est qu'on peut encore faire générer une relation de chat, alors qui n'est pas en direct, mais on peut avoir un module de chat pendant un streaming où il y a une cellule de chat qui répond en même temps qu'il y a un programme. Ça, c'est tout à fait possible. Avec un modérateur, ouais. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, Facebook et YouTube avaient bloqué le système où il y avait beaucoup de faux lives qui ont été faits au tout début de la possibilité de faire des lives sur Facebook et YouTube. Eux avaient réussi à trouver comment bloquer ce moyen parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'abus. Mais en tout cas, oui, on peut toujours faire des faux lives. Donc en gros, enregistrer l'émission, la poster en live. Et donc, vos utilisateurs recevront toujours une notification. Votre marque est en live, rejoignez la vidéo, comme si on suit un vrai live. Donc c'est encore possible. C'est, comme disait François, c'est une technique utilisée et avec des avantages et des inconvénients, mais voilà, en tout cas, c'est vraiment possible. Alors, pour rebondir sur ce que dit Thomas sur Facebook, on a aussi, on sait contourner le problème pour faire un faux live sur Facebook. Voilà, je ferme la parenthèse. En fait, on ne peut pas envoyer un programme enregistré, mais nous, on peut envoyer un streaming. Et on peut considérer que même un programme enregistré qui est diffusé sur Facebook peut être streamé en live. Voilà. Donc, on garde un petit peu ce côté enregistré. Voilà, donc ça, c'est un petit peu les deux choses qui existent. Mais encore une fois, le live, moi, je rencontre beaucoup de clients qui me disent ouais, non, on va l'enregistrer tout ça. Et j'arrive dans 80% des cas à leur dire attends, on va le faire en direct. Et je vous explique pourquoi c'est plus intéressant de le faire en direct. Alors après, pour le faire en direct, il faut bien l'animer. Et ça, c'est tout l'enjeu aujourd'hui. Comment on garde l'attention quand on fait un programme digital? Alors ici, on a juste une petite caméra qui est branchée et vous avez une présentation. C'est assez limité. Donc, on est dans une configuration assez light. Mais justement, l'enjeu, c'est comment on fait une conférence
on relate d'un événement et on garde le lien. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a la durée. Aujourd'hui, la durée, il ne faut pas se dire, ah, mon événement l'année dernière, ça prenait 2 jours, je vais faire la même chose en digital. Non, ce n'est pas possible de raisonner comme ça parce que il faut se dire, dans un événement digital, on ne peut pas déjà garder derrière un écran pendant 2 jours, c'est un peu compliqué quand même. Par contre, dans un événement présentiel, effectivement, on se balade, des animations, on se pose, on va discuter, on mange avec des gens, on a des choses qu'on n'a pas en digital. Donc, la notion de durée, elle est importante. Par expérience, une communication commerciale en live, c'est 30 minutes, 1 heure. C'est déjà pas mal. On a pas mal d'informations qui diffusent. Et l'intérêt du digital, c'est qu'on concentre plus l'information. Donc, on n'a pas besoin on n'a pas l'interaction avec un public. Donc, on est forcément plus concentré. Donc, le message qu'on va faire passer dans un événement physique en 2 ou 3 heures, c'est tout à fait possible de le faire passer en 1 heure. C'est un petit peu c'est les ingrédients qu'on va mettre dedans qui vont permettre de le faire. Une conférence, ça peut être plus long. Les sujets de conférence sont plus sur des niches, mais on va à 1 heure, 1 heure 30, ou des fois 2 heures, 2 heures 30. On en a fait une la semaine dernière de 2 heures 30. Vous avez une cible de public particulière qui vont de toute façon être intéressés par cette conférence-là. On peut faire quelque chose de beaucoup plus long. Et dans la communication interne, puisqu'on fait aussi beaucoup de communication, d'événements digitaux pour la communication interne. Alors là, on va dans des formats qui peuvent être encore plus longs et qui peuvent être rythmés par des petits ateliers intermédiaires, mais des formats qui peuvent être… Alors en général, c'est 1 heure, 1 heure et demie, mais on peut aller sur des formats à 3 heures. L'important, c'est comment on rythme cet événement interne, parce qu'on ne peut pas demander à des gens en distance d'être 3 heures derrière un écran. Parce que justement, contrairement à la communication externe, où on demande à un public qui n'est pas dans notre entreprise, on ne peut pas leur imposer ou en tout cas leur bloquer un créneau d'une demi-journée, d'une journée. Alors qu'en interne, vu que c'est sur notre temps de travail, on va dire, on peut facilement bloquer un créneau de 2-3 heures avec tous les salariés, tous les collaborateurs ou presque ceux qu'on veut toucher. Là, il n'y a aucun souci. Et comme dit François, c'est vrai qu'il faut le rythmer. D'ailleurs, ce qu'on voit de plus en plus, c'est comment dire, lorsqu'on fait une visio ou une vidéoconférence, souvent, ce qu'ils aiment bien, les entreprises ou les marques, c'est d'avoir un channel ou en tout cas un groupe général où tout le monde est là. Et ensuite, au bout d'1 heure de présentation, par exemple, dire, voilà, par groupe de 10, donc prévu en avance, vous allez rejoindre des sous-groupes, des ateliers, voilà, où vous allez travailler du coup en visio, sans polluer, on va dire, le chat général. Et il y a plein de petites techniques en fait pour recréer des ateliers ou des groupes à distance avec des outils visio, des outils vidéoconférences. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses possibles et on en fait de plus en plus justement de demandes de ce type-là. Alors, quels ingrédients pour maintenir l'attention? On a parlé de la durée, c'est quand même un des ingrédients importants. Après, c'est l'animation. Nous, par expérience, c'est quand même important d'avoir un animateur. Alors, professionnel ou pas, mais quelqu'un qui endosse ce rôle de l'animateur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va être un petit peu soit distribuer la parole si c'est un principe de talk show, soit lancer des petits sujets vidéo qui sont préparés en amont, des rubriques. Voilà, c'est hyper important pour la rythmique d'un programme. Et en plus, alors c'est pas donné à tout le monde d'être animateur, hein. C'est pour ça que nous, on a souvent, pour nos clients, on propose des animateurs professionnels, des gens dont c'est le métier, qui savent gérer un timing, qui savent gérer une présentation, qui savent gérer les différents éléments techniques autour d'une captation de plateau, qui savent regarder une caméra, voilà, toutes ces choses-là, et qui savent mettre à l'aise aussi le public, parce que, enfin les intervenants. Parce qu'en fait, les gens pensent que quand on fait un plateau web TV, il y a une part de stress en se disant ah, mais là, je ne vais pas être à l'aise, comment on va faire et tout ça. Justement, c'est ça le rôle de l'animateur. L'animateur, il sait où on va, il sait quelles questions on doit poser et les gens qui sont en face, ils savent ce qu'ils doivent répondre parce que c'est leur métier, c'est leur cœur de métier, c'est structuré, c'est préparé et tout ça, c'est des éléments qui vont permettre de la fluidité. Donc, de la fluidité, du rythme. Quand on a une captation multicaméra, alors les captations multicaméra, on peut commencer à 2, 3 caméras, on peut aller beaucoup plus loin, hein. On a fait la semaine dernière, on était avec le NL Contest, il y avait, je crois, 7 caméras sur un studio, donc c'était quelque chose d'assez élaboré. Donc, en tout cas, l'important de l'animateur. Et puis, en plus de ça, juste pour l'animateur, c'est qu'il est garant aussi du timing, c'est-à-dire que si on prévoit 1 heure de live, lui, du coup, il a un chronomètre, il voit le temps qui passe, il sait à quel moment il peut aller plus loin dans un sujet, ou alors couper un sujet et puis continuer l'émission. Et en plus de ça, c'est aussi lui qui, si vous avez un modérateur sur place, qui va lire les questions et lui envoyer. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on prend une tablette avec un fichier partagé qu'on donne à l'animateur. Le modérateur, lui, est hors caméra et lit les questions du chat ou sur le live Facebook, les commentaires, etc. Et il envoie les questions pertinentes à l'animateur.
qui peut voir en direct les questions qui s'affichent au fur et à mesure et donc les poser aux intervenants présents sur place. Donc, il y a vraiment un rôle hyper important de déstress pour les invités, de contrôle du temps, de gérer les questions et l'interaction. C'est, comme disait François, ce qu'on recommande énormément l'utilisation d'un animateur. Pro ou pas pro, mais qui est quelqu'un Qui est ce rôle. Après, dans l'animation, il y a le partage de médias. Oui, comme une émission télé. Hein. En fait, on fait des émissions de télévision pour faire des petits événements. Donc, il faut trouver les ingrédients qui permettent de donner du rythme. Alors, que ça soit des présentations. Donc, on peut mettre des présentations à l'antenne. Ça, c'est assez simple. De lancement de sujets enregistrés. Donc, ça, c'est une manière de partager. De faire comme on l'a vu tout à l'heure, des interviews à distance par visio. Donc, tout ça, ces éléments-là qui vont donner du rythme dans un conducteur. Des animations physiques, alors c'est un petit peu ce qu'on essaye de retrouver, ce qui manque aujourd'hui. On espère encore une fois que ça ne va pas durer trop longtemps, mais on peut faire des petites animations en studio de l'ordre des mini-concerts, de travailler avec des comédiens, faire des blind tests, des choses qui donnent un petit peu des ingrédients d'animation. Et de faire venir du public aussi pour une entreprise qu'on accompagne pour l'événement de fin d'année. On va essayer de faire venir des gradins avec un peu de public, une trentaine de personnes qui seront bien évidemment avec des masques. aux bonnes distances et avec des masques. Mais ça rajoute aussi un petit truc au plateau avec des gens qu'on peut aller voir en plein direct aussi pour poser une question, qu'on va entendre en fond. Donc, c'est aussi possible de ramener un peu de public. Voilà, ça reste limité, évidemment. Déjà, par nos capacités d'accueil dans le studio. Deux, il ne s'agit pas de reproduire en studio des choses qu'on fait sur site, mais on peut mettre 15-20 personnes pour donner un petit peu d'animation. Et puis, l'interactivité, on en a parlé beaucoup tout à l'heure. Le chat, ça, c'est le minimum d'avoir des modules de chat en direct, des petits jeux, des choses comme ça. Aujourd'hui, il y a tout un tas de solutions qui existent. Je vous en montre deux comme ça que vous connaissez peut-être déjà, qui sont déjà utilisées dans les parties événementielles. Mais c'est les petits kits qui existent où on peut diffuser, faire un petit sondage en live. Donc, c'est des systèmes de kits par SMS gratuits. On demande à son audience, on affiche à un écran un numéro. À un moment donné, l'animateur, justement, il présente un numéro en disant on va vous faire réagir, on va faire interagir, un nuage de mots, un questionnaire. Voilà. Tous ces petits kits qui donnent des petits éléments pour essayer de retrouver de la convivialité et de l'échange. Donc, ça, c'est ce type d'accessoire qu'on peut mettre en place. Il y a beaucoup d'outils de ce type et on est en train de développer vraiment tout ça parce que l'interaction, ce n'est pas uniquement le chat, mais on peut aller plus loin. Donc là, on essaie vraiment de trouver tout ce qu'on peut utiliser et optimiser pour les lives. Et en plus de ça, on essaie aussi de développer. Donc là, on vous a montré le plateau physique ou en tout cas un plateau extérieur. Mais on est en train de voir aussi pour des plateaux fond vert où là, on peut vraiment customiser tout un fond. Comme ce que vous pouvez voir pour les JT, par exemple, c'est 32 ou autre, où on va encore plus loin dans la personnalisation. Donc, il y a beaucoup de choses qui évoluent. On essaye de prendre tout ça, d'optimiser et de faire le maximum de personnes. Après, pareil, je pense que vous aussi voyez des choses de votre côté. Donc, si vous avez des idées, des choses, n'hésitez surtout pas à nous en parler. Mais ça évolue et voilà, on essaie de proposer le maximum de solutions. Alors, pour terminer sur cette partie-là, et n'hésitez pas encore une fois à poser des questions si vous avez des questions plus précises sur des choses, des précisions que vous aimeriez avoir. Je ne sais pas si on est autorisé à mettre, je pense pas à la vidéo, les questions en live, en visio, mais en tout cas par le chat. Donc, l'événement devient un média à part entière. Alors, oui, donc on a été contraint par la crise, mais il y avait déjà une tendance qui était forte. Donc, la crise a été simplement un accélérateur de ça. Et on voit qu'aujourd'hui, la communication passe beaucoup aujourd'hui par ce type d'événement. Même à notre niveau, on a senti une baisse d'activité évidemment sur la production de vidéos dans les entreprises parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller faire des tournages en entreprise dans des conditions acceptables. On fait des micro-tournages, des reportages, des choses plus élaborées qui nécessitent de mettre en scène des choses dans la communication d'entreprise. Alors, on peut le faire à l'extérieur, en publicité comme ça, mais c'est très contraignant aujourd'hui avec les contraintes sanitaires. Et donc, la partie événement digital est devenue quelque chose, vraiment un média à part entière. Et il faut le considérer comme ça à l'avenir. Et en tout cas, pour l'année prochaine, on est persuadé que c'est quelque chose qui va perdurer. On a déjà beaucoup de demandes événementielles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille aussi de plus en plus avec des agences événementielles qui forcément doivent se réinventer. Et on travaille sur des projets déjà en début d'année prochaine pour la communication des entreprises. Écoutez, si ça vous va, je pense que ça fait 40 minutes qu'on échange. On va peut-être passer aux questions. Ouais.
On va prendre vos questions que vous nous envoyez par chat. Donc là, j'en vois déjà quelques-unes. Donc voilà, pour un peu tout ce que vous voulez, l'événementiel, la vidéo, ce qu'on s'est dit, si vous avez d'autres choses à rajouter, n'hésitez surtout pas. Alors la première question de Grégory, est-ce que vous pouvez nous donner des idées concrètes des coûts suivant les fonctionnalités possibles? Alors, en termes de coûts, en fait, tout dépend des ingrédients qu'on met en place. On va dire que pour un petit plateau caméra, 3 caméras avec un streaming privatif, on est sur des ordres de prix avec la technique donc, en direct, hein, parce que le direct nécessite un tout petit peu plus de moyens techniques. On est, on va dire, sur entrée à 2500 euros, 2000-2500 euros en entrée de gamme en studio. Après, on rajoute des ingrédients éventuellement. Si on fait des choses un peu plus élaborées, où on va mettre 4-5 caméras, où on a plus de besoins, où on a besoin de créer des éléments d'infodécor personnalisés, de lancer des petites vidéos en interne dans le direct, de mettre un animateur, parce que des fois on en fait sans animateur, hein, quand on fait un événement de type conférence de presse, parce qu'on fait aussi des événements comme ça, conférence de presse digitale, là c'est des moyens assez simples, hein. On arrive des fois même avec 2 caméras pour avoir un minimum de rythme. En général, c'est 3, mais là on est sur des dispositifs sur le terrain, même à 1500 ou 2000 euros maximum. C'est assez light, streaming compris. Après, dans des choses plus élaborées, on va dire que nous, on constate que le coût moyen entre des prestations à 1500, 2000 euros et on en fait des fois plus élaboré à 10, 12 000 euros. Voilà, on est dans un coût moyen entre 3 et 5 000 euros pour avoir quelque chose de très élaboré, de qualité professionnelle en studio, avec prompteur, des choses comme ça, enfin des outils qui vont aider les personnes à communiquer. Et sachant que ce soit en intérieur, en studio ou à l'extérieur, ça ne change rien. Enfin, alors, ça ne change rien dans l'Eurométropole. Non, ça ne change rien. Ce qui change, parce que nous, on intervient sur Nancy, sur Paris, sur Metz en ce moment. Ce qui change, oui, c'est quand même, c'est que il y a le transport, il y a les déplacements, il y a éventuellement des installations techniques à faire la veille quand on a quelque chose qui commence le matin à 9 h dans un événement. Voilà, c'est des aspects qui font que ça fait évoluer le budget forcément dans des installations techniques qui doivent se faire avant et puis la distance, quoi. Alors, pour les autres questions, on a déjà répondu à pas mal. Donc, oui, n'hésitez pas, hein, s'il y avait d'autres questions, j'en vois qui ont déjà été abordées. Peut-être, ouais, c'est d'autres choses à dire pour des prochaines prestations un peu sympas ou des. Alors, une prochaine prestation sympa qu'on va essayer de faire pour vous donner des idées. On travaille sur un projet justement comment essayer de rematérialiser un public distant. Donc, on travaille sur un projet, par exemple, de mettre en élément de décor, comme on voit à la télévision en fait, où on récupère les visio-caméras des participants. Donc, on va demander à tous les participants d'activer leur caméra et de recréer des décors où finalement on voit le public de manière virtuelle. Voilà, nous, on essaye de réfléchir à des solutions qui ramènent justement de l'échange et du contact. Parce que quand on est dans un studio et qu'on parle à des caméras, ce n'est pas forcément évident de se dire que derrière, il y a 200 personnes. C'est pas, donc, l'idée de ramener un petit peu ce contact-là, donc c'est très utilisé en télévision, notamment dans les jeux. Hein, je pense que vous avez tous vu ça. On essaye de remettre d'utiliser les caméras visioconférence pour remettre en scène du public. Alors justement, sur les publics, il y a Laure qui nous demande est-ce que les publics sont différents entre les événements présentiels, directs ou enregistrés? Alors, oui, moi je pense qu'ils peuvent être différents après pour plein de raisons. Hein. Alors, pour les raisons sanitaires, oui, les gens qui ne vont pas se déplacer alors que l'événement est ouvert, ils ne peuvent quand même pas se déplacer parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas dans des conditions sanitaires et qu'ils vont suivre le programme en présentiel, en distanciel, en digital, pardon. Ils sont différents par la nature le fait de transmettre un signal sur le web. Bah, du coup, vous ouvrez une population beaucoup plus large. Si vous faites un événement localisé dans la région, ça va être plus difficile de toucher les gens qui sont en Bretagne ou à l'étranger. Par contre, le fait d'en faire un événement digital, alors là, vous ouvrez des possibilités énormes de capter un nouveau public. Donc, en ce sens-là, ils sont différents. Les directs enregistrés, bon là, il n'y a pas vraiment de différence sur ces publics-là. Ce qui est très important, c'est de bien communiquer en amont sur un événement digital. Parce qu'il n'y a rien de pire de mettre en place des moyens, de se dire, OK, j'ai mon URL, je mets ça sur mon réseau ou sur YouTube. Mais si vous n'avez pas une bonne communication en amont,
alors là, vous tirez une balle dans le pied. Donc, communiquer sur l'événement en amont via les réseaux sociaux, via les petits teasings, via de la sponsorisation. Enfin, il y a tout un tas de possibilités de communiquer sur cet événement pour que vous ayez un maximum de public et que votre information soit relayée. Alors, dans le cadre d'une publication grand public, évidemment, d'un événement grand public, dans un événement privatif, qu'on fait aussi beaucoup, hein, je dirais que c'est à peu près moitié-moitié aujourd'hui dans le type de prestations qu'on fait. C'est important de communiquer aussi, mais communiquer en interne, intelligemment, en amont, de ne pas hésiter à relancer. Comme quand on fait un webinar, vous avez vu qu'il y a ici, dans ce cadre-là, il y a des petites relances qui se font, voilà, il y a des petites relances automatiques qui se font. Alors, c'est moins facile avec les réseaux sociaux ou un URL personnalisé, mais c'est très important de communiquer en amont. Ça, c'est hyper stratégique pour avoir une bonne audience. Et en plus, vous faites un événement enregistré, en live, qui est enregistré, que vous pouvez mettre en replay, que vous pouvez mettre en VOD. Donc là, vous démultipliez encore votre audience dans vos réseaux sociaux, sur vos plateformes. Et comme le dit François, c'est vrai que communiquer via le digital, c'est aussi hyper pertinent pour cibler les bons profils, les bonnes personnes, où là, on peut vraiment segmenter et du coup, vraiment toucher juste. Alors certes, ça ne remplacera jamais le physique, encore une fois, on le répète, mais ça permet de, si vous faites un événement professionnel, de vous adresser à la bonne catégorie de population que vous voulez cibler et du coup, de faire mouche plus facilement qu'en mettant des panneaux en extérieur avec beaucoup de monde qui passe devant, mais qui ne sont pas forcément intéressés par l'événement ou le live en question. Et aussi, ce qui est intéressant, comme disait François, c'est de partir d'un gros replay vidéo, par exemple, d'1 heure, que vous pouvez segmenter ensuite pour l'exploiter au maximum. Donc, pas forcément le mettre 1 heure sur YouTube et envoyer le lien, on va dire, aux gens, mais plutôt de se dire, tiens, cette partie-là, je peux en faire un contenu et l'adresser à telle catégorie de personnes. Ce minutage de 2 minutes, là aussi, pareil, je peux l'envoyer à telle personne en diffusant sur Facebook, LinkedIn et en sponsorisant, par exemple. Il y a vraiment beaucoup de choses. Ça vous crée beaucoup de contenu. Et ce qui est aussi intéressant, c'est justement, c'est des questions que vous avez en direct qui peuvent vous permettre à vous aussi de répondre via d'autres contenus qui peuvent aider votre audience. Alors, deuxième question de Laura, justement, encore une fois par rapport à tout ça. Est-ce que vous voyez un avenir avec la réalité virtuelle et les casques? Alors ça me fait penser à la fameuse photo de Mark Zuckerberg qui marche avec tous les gens avec les masques verts, qui était assez flippante. Bah alors, bon, c'est un autre domaine. Alors, si on relie ça à quelque chose d'événementiel, il y a eu, enfin, je suis pas un spécialiste, mais il y avait eu une expérience dans le nord de la France, je crois au printemps, d'un salon digital, enfin d'un salon virtuel, où les gens rentraient dans une espèce d'événement virtuel et pouvaient rencontrer des gens. Enfin, c'était quelque chose de plus virtuel. La notion alors la VR, c'est un autre domaine, hein. Je dirais que l'enjeu de la VR aujourd'hui, c'est de pouvoir proposer des expériences immersives en groupe. Ça existe. On nous dit que c'est Laval Virtual de 2020, où il y a eu 10 000 personnes qui sont venues. Oui, c'est ça. C'était cet événement-là. Il y a eu aussi, dans un autre événement, voilà, il y avait aussi Jean-Michel Jarre qui avait fait un événement virtuel à distance pendant la fête de la musique. Bon, c'est un peu différent, mais donc pouvoir interagir dans un événement comme ça un peu virtuel. Bon. La réalité virtuelle, tout l'enjeu effectivement, c'est c'est des expériences un petit peu, comment dire, aujourd'hui qui sont un peu égocentrées sur un environnement. On a un casque, on vit une expérience. La difficulté, c'est comment on partage quelque chose en commun. Alors, il y a des choses qui existent, hein, ça commence évidemment à venir. Nous, on n'est pas du tout les spécialistes de la réalité virtuelle, il y a des spécialistes. Par contre, pour en revenir au sujet, on fait des plateaux virtuels, on va en faire un bientôt là, au mois de décembre. On va commencer à faire des choses plus virtuelles dans l'aménagement des plateaux qui permettent d'intégrer effectivement des choses plus facilement de manière graphique ou digitale dans des décors virtuels. Oui, parce que pour revenir au casque, c'est vrai que c'est encore quelque chose, peu importe le domaine, soit vidéo, jeux vidéo ou même attraction, on peut mettre un casque VR pour vivre une autre expérience. C'est encore compliqué. Enfin, il n'y a pas encore de domaine qui est vraiment assez avancé pour vraiment utiliser le casque VR sans que ce soit compliqué. Par exemple, dans les jeux vidéo, il n'y a aucun jeu qui arrive pour l'instant sans qu'on ait des soucis ensuite de perte d'équilibre ou autre. Enfin, le casque a encore beaucoup de choses à faire, je pense. Et pour les événements, pour l'instant, il n'y a pas vraiment encore d'intérêt à l'utiliser, sachant que c'est une contrainte, c'est-à-dire que votre audience doit avoir un casque VR aussi. Donc, c'est encore très compliqué pour l'instant. Ça viendra peut-être un jour. Ça va venir. Voilà, pour l'instant, ça évolue.
Il y a Grégory qui nous demande, est-ce que justement, ça vaut le coup de faire un one-shot ou faut-il faire des événements réguliers? Alors ça, c'est une bonne question. D'ailleurs, du coup, Grégory qui nous dit que justement, il était dans l'organisation de l'aval virtuel dont a Très parlé bien. François. Très bien. Alors, je pense qu'il a. Moi, effectivement, c'est cet événement dont j'avais entendu parler. Alors, le one shot l'événement régulier. Alors ça, tout dépend de la stratégie de communication de l'entreprise, hein, quand c'est un événement, alors c'est plutôt du one shot, je dirais. Par contre, vous pouvez faire des plateaux digitaux d'une manière régulière. On en fait aussi. Là, là, il faut un petit peu trouver les moyens pas d'industrialiser, mais de faire des économies d'échelle, justement avec des préenregistrements, des choses comme ça, qui permet d'avoir effectivement après des modules pour une communication régulière, pour installer éventuellement une communication, une autre. On le fait dans des programmes type RH, quand on a des grosses entreprises qui veulent communiquer régulièrement auprès de leur public. Voilà, il y a des points mensuels ou des choses comme ça arrive. Après, dans la partie événementielle, c'est peut-être un peu différent parce que qui dit événement, voilà, c'est forcément plus un one shot, quoi. Si j'ai répondu à la question. Mais... Et il y a aussi le côté, alors, comme disait François, ce qui est intéressant, c'est que si vous faites des événements enregistrés, le but, c'est de faire le maximum de choses en une demi-journée ou une journée entière et que vous puissiez ensuite réexploiter plusieurs contenus que vous avez réalisés pendant ce temps-là en enregistré. Après, pour le live, c'est vrai que, encore une fois, comme on le disait avant, le live a un côté événementiel très prononcé où le côté éphémère est hyper intéressant pour justement faire venir les gens. Quand on sait quelque chose est éphémère, on a plus de facilité à l'acheter ou à participer à un événement parce qu'on sait que dans une heure, il n'existera plus. On voit ça avec beaucoup de marques de vêtements ou encore Lidl récemment qui lance des collections avec tant d'exemplaires et une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Pour moi, le live, c'est un peu la même sensation où c'est un événement qu'on marque dans le calendrier pour lequel on se prépare, on s'installe, etc. Et en faire beaucoup, alors en fonction du message, encore une fois, tout dépend du contenu, mais en faire beaucoup, ce sera un peu justement dénaturer le live qui doit être assez éphémère, assez rare d'une certaine manière. Mais pour des vidéos régulières que vous pouvez utiliser, là, je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais il faut, comme dit, le faire dans un temps d'une demi-journée, une journée, faire le maximum de choses pour ensuite l'utiliser pour les 3 prochains mois, les 6 prochains mois, par exemple. Alors, niveau question, je pense qu'on est bon. Alors, peut-être qu'il y en a une dernière ou autre. Alors, vous avez l'onglet questions-réponses et vous avez aussi l'onglet chat, comme vous voulez, mais sinon, je pense que le temps est écoulé. On a encore, on a encore quelques minutes. Voilà, si donc, vous avez encore une question, une dernière peut-être. Ou sinon, en tout cas, voilà, si c'est clair, si tout est OK pour vous. OK. En tout cas, oui, voilà, François a mis les contacts. Si jamais vous avez d'autres questions, que ce soit sur ce qu'on propose, mais aussi sur des questions pour vous, faire vos événements vous-même ou avoir des petits conseils, on est disponible, il n'y a aucun souci, hein, que ce soit par mail ou sur nos réseaux sociaux, LinkedIn ou autre. Voilà, n'hésitez surtout pas, on est là pour ça. Encore une fois, merci Jean-Marc de la CCI pour l'invitation. On espère que ça vous a plu et on espère encore une fois que tout ça va bientôt revenir comme avant et qu'on puisse refaire des vrais événements physiques, soit à la CCI ou ailleurs. Merci à tous et puis à très bientôt. Merci Jean-Marc. Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez plus d'informations, on a aussi dans nos réseaux sociaux, on essaye de publier en ce moment pas mal de choses autour des streamings et des plateaux, des expériences, un peu des case studies clients. Vous les retrouverez dans nos pages Facebook, dans nos réseaux LinkedIn, où vous trouverez quelques programmes et illustrations de plusieurs choses qu'on a fait. Merci à vous À et bientôt. puis bonne journée. Bonne journée.